Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Émilie Girard et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir au micro Mathieu Trépanier, qu'on connaît habituellement dans ma position, mais aujourd'hui, il passe dans la chaise de l'invité et il va nous raconter une histoire très montréalaise aujourd'hui. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Merci, Émilie. Merci de me mettre dans la chaise de l'invité et toi dans celle de Oui. l'animatrice. Mathieu, je le rappelle, tu es historien de formation, diplômé de la maîtrise en histoire appliquée de l'UQAM. Tu poursuis aussi des études de maîtrise en muséologie. Tu es bibliothécaire de la Société historique de Montréal, ainsi que documentaliste pour le musée Pointe-à-Calière. Et avant cela, tu as aussi mené là, une activité d'historien conseil qui t'a amené à travailler sur plusieurs études d'évaluation patrimoniale qui t'ont porté, qui t'ont amené à t'intéresser de près à l'histoire des lieux montréalais. C'est vrai, oui. Donc, aujourd'hui, on va justement parler d'un sujet qui parle beaucoup aux Montréalais, aux Montréalaises, les marchés publics. On connaît bien ceux d'aujourd'hui, donc les marchés Jean Talon, Atwater, Maisonneuve, qui occupent encore une place importante dans la vie des quartiers, dans l'imaginaire de la ville. Mais avant d'être ces lieux appréciés, les marchés publics sont depuis très longtemps au cœur même de la vie montréalaise. Donc, aujourd'hui, avec toi, on remonte dans le temps pour voir comment ces marchés se sont implantés, déplacés, multipliés et transformés au fil du 19e siècle et comment, à travers eux, c'est toute une histoire de Montréal qui se raconte. Donc, avant d'entrer dans le 19e siècle, à proprement parler, il faut peut-être commencer par dire une chose assez simple, mais peut-être pas si évidente. Les marchés publics à Montréal ne naissent pas au 19e siècle. Non, puis on aime ça, les historiens, hein, remonter à avant le avant. Je dis toujours ça, je sais, je radote, mais c'est quand même vrai. En fait, effectivement, les marchés publics montréalais arrivent pratiquement en même temps que la colonie. C'est même ça, au fond, qui est intéressant quand on parle de ce sujet-là, parce que on pense souvent tout de suite, tu sais, aux grands équipements de marché qu'on voit dans l'espace public montréalais aujourd'hui, comme, évidemment, je pense au marché Bon Secours. Bon, c'est plus exactement un marché, mais tu as parlé de Jean Talon, il y a le marché Atwater aussi, des lieux qu'on connaît toujours, mais en réalité, c'est une histoire très ancienne et qui commence sous le régime français. Et elle commence surtout avec un lieu très précis. Et c'est un peu comme ça que j'ai orienté l'émission d'aujourd'hui, si tu veux. C'est l'ancrage de ces marchés-là dans la ville au sens urbanistique et quel effet ça a sur le développement de la ville. Et donc, cette histoire commence donc en un lieu très précis qui est la Place Royale, évidemment, donc dans le Vieux-Montréal. En 1676, les Sulpiciens, donc en 1676, Montréal, bon, ça fait 30 ans que ça À peu existe. près. C'est encore un petit bourg colonial. Mais les Sulpiciens, qui sont alors les seigneurs de l'île, ils réservent un terrain qui est pour justement le destiner à devenir une place publique et que cette place serve également de marché 2 jours par semaine, donc les mardis et les vendredis. Ça va varier au fil du temps, mais généralement les mardis et vendredis. Et un peu plus tard, dans l'histoire de la colonie, en 1706, il y a un décret de l'intendant Jacques Raudot qui vient confirmer, disons, plus formellement le statut de place de marché à la place royale. Donc, à l'origine, le marché est déjà là au cœur même de Oui, Montréal. oui, tout à fait. Il faut vraiment... le mot-clé ici, c'est vraiment le mot cœur, au sens fort, c'est-à-dire que la place royale, sous le régime français, c'est le cœur économique de la ville. C'est pas un équipement secondaire du tout, hein. C'est pas un détail dans le paysage urbain, c'est vraiment un point névralgique. C'est cette première place de marché à Montréal qui est établie là, à l'actuelle place royale, et ça devient donc rapidement le centre des affaires commerciales de la ville. Ça devient un des poumons, ça devient un lieu vraiment de centralité montréalaise. Puis, qu'est-ce qu'on y trouve là, concrètement sur cette place de marché-là? Comment est-ce qu'on peut se figurer la place royale au temps où elle était une place de marché? Alors, c'est sûr que par rapport aux halles de marché qu'on connaît aujourd'hui, là, on est dans une échelle vraiment beaucoup plus modeste en termes d'équipement. Mais ceci étant dit, il faut imaginer un lieu extrêmement vivant, très dense
et beaucoup plus, concret et incarné, je dirais, que l'image patrimoniale qu'on a un peu, aujourd'hui de cet endroit-là dans la ville, hein, qui est Mmh. un endroit plutôt tranquille où déambulent un peu les touristes comme ça, on ne sait pas trop où ils vont, eux-mêmes savent pas trop où ils vont et cetera. Donc c'est un lieu, de très grande densité populaire, on va dire. C'est un lieu, donc les jours de marché, bien sûr, où on vend de la nourriture, on vend des denrées alimentaires, mais pas seulement. À l'époque, le marché, c'est, pour beaucoup, en fait, ça contribue à rythmer la vie de la ville. C'est un lieu, par exemple, on ne fait pas juste, faire ses emplettes, c'est un lieu où autochtones, par exemple les Français, vont faire du troc, échanger des produits, donc il y a une forme de rencontre à cet endroit-là. C'est évidemment, bon, les citadins fréquentent le lieu pour s'approvisionner, mais le marché, et c'est ce que j'essaie de souligner, c'est que c'est pas simplement un lieu de vente, c'est un lieu de contact entre la ville et notamment son arrière-pays. Bon, à l'époque française, l'arrière-pays, c'est juste le reste de l'île, là, c'est pas, on va pas très loin pour aller dans l'arrière-pays. Et entre les différents groupes qui constituent la ville de Montréal, entre les différents circuits d'échange, il y a notamment la présence du port qui est très importante dans l'équation. Donc, on peut presque imaginer une ville qui bat au rythme de son marché, si on Ouais, veut. ouais, ouais, c'est un peu ça. Tu sais, avant l'épicerie moderne, avant les chaînes d'approvisionnement continu, avant tout ce qu'on considère aujourd'hui comme étant tout à fait normal, ben, il y a les jours de marché. C'est des moments de concentration des échanges. Les gens viennent y acheter, évidemment, ce qu'ils ne produisent pas eux-mêmes et ça donne à la place une intensité particulière. Il faut imaginer des charrettes, des produits, enfin des voix, des négociations, des gens qui écrivent, des gens qui négocient, des odeurs aussi. Faut imaginer, des nouvelles qu'on Mmh. s'échange à cet endroit-là. On a vraiment affaire à une scène de vie urbaine très, très dense. Tu parles de nouvelles, donc le marché, c'est vraiment pas juste un lieu économique. Non, c'est ça qui est très important même pour comprendre toute la suite de l'histoire des marchés à Montréal et encore aujourd'hui. La place Royale, sous le régime français, certes, c'est une place publique, c'est aussi une place publique, disons, au sens civique. C'est là également où on lit, par exemple, les ordonnances royales. C'est là où on a pu, par exemple, avoir des démonstrations d'autorité comme ça a été un lieu de supplice, par exemple, hein. Ça a été un lieu de vente d'esclaves aussi, Mmh. par exemple. Donc dans un même espace, on a le commerce, l'information, l'exercice de l'autorité publique et parfois même donc à travers la justice. C'est une concentration très forte et très dense des fonctions urbaines en un seul endroit. Ça change quand même le regard qu'on peut porter sur un marché ancien où on imagine ça un peu bucolique. Ouais, des fois, il y a des gens qui me parlent de ça, puis je trouve qu'ils ont tendance à un peu folkloriser, les marchés anciens, à les voir comme un truc, comme tu dis, pittoresque, charmant et cetera. Mais le marché ancien, en fait, c'est un lieu vital, hein. On s'y nourrit, on s'y informe, on s'y croise, on voit le pouvoir à l'œuvre, on marche dans la boue, c'est pas cute, tu sais, puis si on rate le jour du marché, ben, il faut s'alimenter. C'est un problème si on a Oui. raté le jour du marché à cette époque-là. Puis ces marchés anciens-là, est-ce que, dans le cas de la Place Royale, est-ce qu'ils ressemblent déjà aux grands marchés couverts du 19e siècle qu'on va voir apparaître? Non, pas encore. Là, on est plutôt dans un marché à espace ouvert, en fait à ciel ouvert qui se structure peu à peu. On voit, en fait qu'il y a un aménagement de l'espace qui apparaît progressivement. Par exemple, en 1786, on n'est plus dans le régime français, on est dans les premières années du régime britannique, mais les juges de paix qui, sont l'instance, si vous voulez, qui gouverne la ville à cette époque-là, il n'y a pas encore de maire. Bon, ben, eux, ils vont décréter, par exemple, que le marché va être organisé en une double rangée de 38 étaux qui vont former un grand U sur la Mmh. place. Donc c'est ça, en fait, ça a l'air de ça, si tu veux, le marché de la place Royale et cette même année-là, en 1786, donc elle va devenir aussi la première place pavée OK. de la ville. Donc pour ça dit quelque chose, vraiment de la centralité et de l'importance de ce lieu-là. C'est pas improvisé, hein, c'est la ville, là, qui s'équipe, qui se stabilise, qui commence autour de cette place de marché slash place publique à, s'ordonner, disons, matériellement. Donc avant le 19e siècle, le marché va structurer l'espace urbain. Oui, ça structure l'espace urbain, les marchés. C'est même un des points les plus intéressants. En fait, c'est pas,
Le marché, c'est pas seulement un point de vente dans la ville, ça contribue vraiment à la morphologie de l'urbanité de Montréal. Ça impose, par exemple, des circulations, ça impose des aménagements, ça impose une centralité. Et il y a alors c'est les marchés, c'est pas les seuls endroits comme ça Mhm. dans la ville. Il y a d'autres endroits très importants du même genre, par exemple, les parvis d'églises, comme Notre-Dame, par exemple, l'église paroissiale, c'est un lieu très, très important également. Puis, à quel moment, en fait, parce qu'on sait que la population de Montréal augmente au fil des décennies depuis sa fondation, et donc à quel moment ce premier marché qu'on trouvait sur la place Royale cesse d'être le marché principal pour les Montréalais et les Montréalaises? En fait, c'est au tournant du 19e siècle, à partir du début du 19e siècle. C'est là qu'on voit s'opérer un déplacement, très, très intéressant. C'est en 1807-1808, on voit s'ouvrir un second marché d'importance à Montréal, qui est le marché neuf. C'est un marché qui va se trouver sur l'actuelle place Jacques-Cartier. Et donc, l'ancienne place de marché va continuer à exister sur la place Royale, mais disons qu'elle va être réorganisée et elle va devenir, à cette époque-là, on va plutôt commencer à parler du vieux marché par opposition au marché neuf. Et il y a une et puis, le vieux marché, en fait, à partir de ce moment-là, donc dans les premières décennies du 19e siècle, va comporter plus qu'une seule rangée de 14 étaux. Donc On coupe de on moitié, coupe hein? de moins. Le marché devient vraiment beaucoup plus petit. Et d'ailleurs, à partir de... Il va y avoir une petite halle qui va être construite quand même. Là. Aux étaux vont succéder une halle, mais cette halle-là va finalement être vendue en 1836. Et il y avait une maison de la pesée aussi, puisqu'on pesait les Mhm. farines, par exemple, on pesait les semences, etc. Et à partir de ce moment-là, en 1836, ce vieux marché qui était né sous le régime français, donc 150 ans auparavant, va cesser d'exister. Mais le lieu, lui, clairement, ne disparaît pas. Non, c'est ça. En fait, le lieu va se transformer. Cette ancienne place de marché-là va devenir ensuite un espace lié à la douane qui va être construite peu après, donc, et qui va prendre... et d'ailleurs, ça va devenir... Le nom Place Royale va apparaître beaucoup plus tard hein, Mhm. dans l'histoire de la ville. C'est vers 1892 qu'on va commencer à utiliser le terme Place Royale. Donc, le marché, en fait, va disparaître comme fonction dominante, mais il va laisser une empreinte durable, donc dans la topographie, dans la mémoire et dans l'histoire du site. Donc, si on résume, avant même les grands marchés du 19e siècle, Montréal possède déjà un lieu où vont s'entremêler commerce, sociabilité et pouvoir. Oui, et c'est pour ça qu'il fallait parler un peu de la période avant le Mhm. 19e siècle, avant Bon Secours, avant Sainte-Anne, avant même le marché neuf. Donc, il y avait cette réalité très ancienne, c'est que Montréal, d'une certaine manière, s'est d'abord formé autour d'une place de marché. Et qui est la place Royale. On dit souvent que le lieu de fondation de Montréal, c'est la Pointe-à-Calière, Mhm. mais j'oserais argumenter qu'en fait, il y a 2 lieux de fondation de Montréal. L'autre, ce serait Mhm. probablement la place Royale. Mais ça, c'est juste moi qui dis ça. Peut-être que d'éminents historiens seraient absolument en désaccord avec moi. C'est possible. Mhm. Vous laisserez des mots dans les commentaires sur nos réseaux Mhm. sociaux. Mais bref, on voit apparaître là quelque chose de fondamental, c'est le marché public comme effectivement lieu de ravitaillement, mais comme lieu de la vie collective hein, montréalaise. Et tout le long du 19e siècle, au fond, les marchés vont continuer d'incarner cette idée-là, l'amplifier, la déplacer et la monumentaliser aussi d'une certaine manière. Avec le marché neuf qui est créé dans les premières années du 19e siècle, on ne change pas simplement le nom, on change aussi le centre de gravité. Donc, on part de l'actuelle place Royale et on s'en va à la plage Jacques-Cartier. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on assiste à un déplacement, donc au tournant du 19e siècle, donc cet ancien marché de la place Royale était devenu beaucoup trop étroit pour une ville qui grandit. Et en fait, ce centre de gravité change. Donc, on supprime pas le marché, on le déplace, on le multiplie, on développe l'offre. C'est un geste qui est très urbain, ça suit la croissance de la ville de toute évidence. Et donc, en 1808, par exemple, sur le marché neuf, là, on érige des étals en bois pour les marchands, en fait, qui viennent vendre leurs produits. Et donc, c'est évidemment le marché neuf. Alors, les Montréalais savent très bien où est la place Jacques-Cartier, mais je me permets de le redire. Donc, c'est un terrain qui est
en fait, entre les rues Saint-Paul et Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Donc, on est déjà dans un espace beaucoup plus grand que l'ancienne Mhm. place du marché, beaucoup plus ouvert, beaucoup mieux arrimé aux circulations de la ville et au port. La place est quand même en pente L'acte aussi. est oui, c'est vrai, c'est en pente et visiblement, ça n'a jamais causé aucun problème pour, installer une place de marché là. Il y a un acte de cession, c'est assez, c'est une anecdote assez, Mhm. rigolote, j'aime bien la dire. Il y a un acte de cession qui est signé en 1803 par, Jean-Baptiste Perrineau et Jean-Baptiste Durocher qui possédaient le terrain, et qui précise que, bon, eux, ils veulent bien vendre le terrain mais à une seule condition, c'est que ce terrain-là serve de marché public à perpétuité. OK. Et c'est pour ça que même après la disparition du marché, la disparition des étals au milieu du 20e Mhm. siècle, il y a encore sûrement des gens qui nous écoutent qui ont connu le marché de la place Jacques-Cartier. Ben, même après le 20e siècle, on continue encore aujourd'hui. En fait, la ville est obligée de respecter cette clause-là. C'est pour ça qu'il y a un petit kiosque de fleurs qui est sur la place Jacques-Cartier, plutôt dans la Mhm. moitié nord de la place, près de l'hôtel de ville. C'est parce que c'est une obligation légale qui remonte à la Mhm. vente du terrain en 1803. Ça demeure quand même un espace de déambulation, de rencontre, un peu comme toutes les places de marché l'ont été Ouais, jusqu'à à ce ah moment-là. oui, complètement. Et ce déplacement du marché-là, est-ce qu'on voit les effets très concrètement dans la vie des Montréalais, des Oui, bien Montréalaises? sûr. Et puis, évidemment, il y a une reconfiguration des habitudes d'emplettes et, de la part des Montréalais, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi, comment je dirais ça, ça influe beaucoup, ou ça induit des transformations parfois insoupçonnées. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais moi, je trouve que c'est pas si anecdotique que ça. Il y a cette histoire assez savoureuse, ce très bel exemple avec Tommaso Del Vecchio, qui était un aubergiste d'origine italienne, qui était installé donc, sur la place du Vieux Marché, actuelle place Royale, donc, et qui tient une auberge, au moins, on le sait, depuis 1812 à peu près. Mais à partir des années 1820, là, il sent vraiment que la clientèle est vraiment en partie. Elle s'est Elle déplacée. a migré vers le marché de la place Jacques-Cartier. Et lui, ça lui cause un problème parce qu'il perd de la clientèle. Et pour relancer son établissement, ben, il a une idée assez étonnante. Il va ouvrir en 1824 ce qu'il a appelé le Museo Italiano. Et en fait, c'est le premier musée de Montréal. C'est un cabinet de curiosité, on dirait Mm. aujourd'hui, mais c'est le premier musée de Montréal. Et on pouvait donc voir à cet endroit-là des animaux naturalisés, des figures de cire, des automates, des instruments de musique, en fait, toutes sortes de trucs qu'il avait glanés à droite, à gauche. Donc, c'est pour ça de dire, tu vois, ce que ça change, ce que ça Mm. induit, ben, ça fait naître de nouvelles choses. Puis aujourd'hui, ben, à Montréal, il y a tout un réseau muséal qui existe et il a bien fallu qu'il commence À quelque quelque part. part, Donc, c'est quand c'est même. insoupçonné ce que ça Ouais. peut Donc, induire, hein. un déplacement de marché finit par produire Oui, un musée. oui, c'est ça qui rend l'anecdote intéressante, c'est que quand le marché se déplace, c'est pas juste au fond, l'approvisionnement qui change, c'est tout un écosystème urbain qui doit, en fait, se Mm. réorganiser complètement. Et donc, il y a des auberges comme celle de Del Vecchio qui perdent ou d'autres qui gagnent des clients aussi, qui vont devenir importantes. On est en ce moment même dans la maison Antoine Mallard, sur la place Jacques-Cartier, qui a été le Silver Dollar Saloon pendant très longtemps et qui a eu une belle clientèle pendant très longtemps à cause justement de la proximité du marché de la place Jacques-Cartier. Donc, tu sais, Montréal, c'est déjà une ville, au fond, à cette époque-là, où le commerce, la sociabilité, la curiosité publique, c'est des choses qui se touchent de près, qui coexistent. Et entre l'auberge, le marché, le petit musée, on voit une ville encore compacte à l'époque, hein, Mhm. ça ne déborde pas beaucoup des limites du vieux Montréal. Non, les Mais fortifications à oui, cette c'est ça. époque-là viennent à À peine peine, là, de oui, oui, c'est ça. commencer à être démolies. Oui, mais c'est une ville donc très Mm. dense et très vivante Mhm. culturellement, en partie grâce au marché. Quand on dit marché neuf, on parle, c'est ça, c'est propre, c'est neuf, c'est nouveau. Oui. Il faut imaginer quoi? On n'est toujours pas dans une halle couverte où on est, au contraire, on a de quoi abriter les marchands. Qu'est-ce qu'on peut y acheter dans ce nouveau marché-là? Alors, pas encore de halle couverte exactement. On n'est pas encore devant le grand marché monumental qu'on verra plus tard, par exemple avec l'ouverture du marché Sainte-Anne au Bon Secours.
Mais c'est un marché très actif, très visible, très concret pour les Montréalais qui viennent vraiment faire leurs Mmh. courses là. Et ils s'approvisionnent en produits du quotidien et c'est assez intéressant quand on étudie la question, de la disponibilité alimentaire au 19e siècle, ben, c'est assez varié Mmh. finalement. Tu sais, les Montréalais viennent acheter viande, poisson, fruits, légumes, toutes sortes de pois, de semences, toutes sortes de denrées. Il faut vraiment imaginer un lieu ouvert, traversé par des gens, des marchandises, des voitures. On C'est parle de calèches ici, pas de Ouais, voiture automobile encore à cette ouais, époque-là? non, pas encore. C'est vraiment pas un bâtiment fermé, détaché de la trame urbaine. Au contraire, c'est un espace, qui est totalement dans la trame urbaine, Mmh. et qui fait vivre la ville. Puis en fait, pourquoi avoir choisi l'actuelle place Jacques-Cartier pour ce marché neuf-là? Ah, tout simplement parce qu'il est stratégiquement très, très bien placé dans la ville. Il est un peu plus central déjà que la vieille Mmh. place du marché qui était plutôt dans la partie ouest, de la vieille ville et encore aujourd'hui, c'est très bien placé, hein. Aujourd'hui même, quand on va sur la place Jacques-Cartier, on sent cette espèce de pente douce, tu sais, qui descend vers le fleuve avec cette ouverture vers le haut de la ville d'un côté, le secteur portuaire de l'autre. C'est pas un hasard, hein. C'est un marché qui, au fond, suit la logique commerciale de Montréal, qui est une ville profondément tournée vers le fleuve Saint-Laurent à cette époque. Donc la place, ça devient une espèce de lieu de passage majeur à proximité des activités du port et du tissu marchand de ce qu'était à l'époque Montréal. Un autre élément qui caractérise, ce marché neuf-là, la place Jacques-Cartier, ben, c'est, la colonne Nelson, qui donne quand même un visage particulier à cette place. Non, effectivement, et c'est assez révélateur parce que la colonne Nelson, elle est érigée en 1809. C'est un des premiers monuments montréalais. C'est un des premiers. Et ben, en fait, tu vois, comme elle apparaît en 1809, elle apparaît de facto pratiquement en même temps que le marché neuf de la plage Jacques-Cartier. Donc, alors pour la petite histoire, évidemment, beaucoup de Montréalais le savent, mais je vais le redire, la colonne rend hommage à l'amiral Horatio Nelson, qui était un héros de la marine britannique qui est mort à Trafalgar. Et donc, ça marque symboliquement la présence et la puissance du régime britannique à Montréal. Et ça veut dire qu'on a déjà là un espace de marché, de place publique qui dépasse justement la simple vocation marchande. On va y ajouter une dimension politique, donc ce monument, qui est une volonté de représentation urbaine, hein. Et puis, le marché et la place publique vont commencer à se confondre, si tu veux, dans un même décor civique, hein. Plus tard, il va y avoir d'ailleurs la construction de l'Hôtel de Mmh. Ville de Montréal, collé dessus littéralement sur la rue Notre-Dame. Donc ce rôle civique du secteur va être encore plus évident. Est-ce qu'on peut dire que, cette place-là, qui prend le nom de Jacques-Cartier éventuellement, annonce déjà le Montréal plus monumental du 19e Ben siècle? oui et non, je te dirais. Pas encore par son architecture marchande elle-même, qui reste assez modeste. Je parle d'architecture de marché Mmh. public, là. Je parle pas du tout des magasins-entrepôts ou des choses comme ça. Mais ça va le devenir un peu par sa fonction urbaine, parce qu'avec le marché neuf, Montréal se dote d'un espace qui est plus seulement hérité du régime français comme la Place Royale, et qui commence à produire un espace marchand qui est vraiment adapté à une ville qui est en expansion, qu'on conçoit comme étant en expansion, et plus du tout comme un simple comptoir colonial comme avant. Donc, en ce sens-là, c'est un genre de lieu de transition, ce marché-là. On n'est plus tout à fait dans le vieux marché colonial, pas encore exactement dans le grand marché monumental qui va venir après. C'est donc une espèce d'étape, intermédiaire entre le marché de la Place Royale et les grands marchés publics comme le marché Bon Secours qu'on va, Mhm, connaître plus tard. mhm. Donc on peut dire que la place a quand même, malgré tout, malgré sa nouveauté, a gardé quelque chose de son ancien rôle de Ouais, marché. ouais. Le marché neuf en fait, était vraiment important dans la vie montréalaise du 19e siècle et en particulier au début du 19e siècle, à un moment donc où la ville grandit et se transforme très, très rapidement. Ça contribue en fait à créer un nouvel espace public qui est commercial, tu sais, qui est distinct de l'ancien centre marchand de la Place Royale. Et là, on peut dire qu'on entre, grâce à ce marché-là, dans une ville plus grande, plus ouverte, plus tournée vers le commerce et la circulation. Mais l'essentiel demeure, ça reste un lieu où on vient s'approvisionner. Et donc, même si la fonction de la place a changé avec le temps, ben, la plage Acadie, elle a conservé encore aujourd'hui quelque chose de cet héritage-là.
Parce qu'encore aujourd'hui, on le voit, hein, c'est un lieu d'animation, de passage, de rencontre, de rassemblement, qui est porté aujourd'hui plutôt, je pense, par le tourisme que par les Montréalais, mais quand même, on n'y vend plus les mêmes choses qu'autrefois, on n'y vient plus exactement pour les mêmes raisons, mais on continue d'y aller et on continue d'y acheter des choses. Puis justement, à mesure que Montréal grandit, un seul marché ne va plus suffire. On va donc voir apparaître autre chose, des marchés plus spécialisés, puis une ville qui fonctionne de plus en plus en réseau. Mhm. Et nous allons continuer cette discussion après notre intermède musical. Nous vous revenons très bientôt. Moi, je me promène sous Sainte-Catherine, je profite de la chaleur du métro. Je me regarde pendant les vitrines, quand il fait 30 ans tout zéro. Il y a longtemps qu'on fait de la politique, 20 ans de guerre contre les moustiques. Je ne me sens pas intrépide, quand il fait frais, je fais pas du ski. J'ai pas de motel aux Laurentides, le samedi c'est le soir du hockey. Il y a longtemps qu'on fait de la politique, 20 ans de guerre contre les moustiques. Faut pas croire que je suis d'une imbécile, parce que je chauffe pas une convertible. La gloire c'est pas mal inutile, au prix du gaz c'est trop pénible. Il y a longtemps qu'on fait de la politique, 20 ans de guerre contre les moustiques. On est tous frères pis ça donne qu'on a toujours eu du bon temps, parce qu'on reste sur la terre des hommes, même les femmes et les enfants. Il y a longtemps qu'on fait de la politique, 20 ans de guerre contre les moustiques. Croyez pas qu'on n'est pas chrétien, le dimanche on promène son chien. La 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 Nous sommes de retour de la pause et nous sommes toujours avec Mathieu Trépanier, historien, et avec qui on discute de marché public. Juste avant la pause, on a ouvert la porte à la spécialisation des marchés publics à Montréal. Et cette spécialisation-là, j'imagine qu'elle dit quelque chose de très concret sur la ville en tant que telle. Oui, parce que les besoins, tu sais, se diversifient, les circuits de commerce deviennent de plus en plus complexes au 19e siècle et les marchés donc se multiplient et donc, comme tu le dis, ils se spécialisent et on va voir apparaître des marchés distincts selon les produits et les usages. Donc, il y a évidemment les marchés aux denrées, donc au sens alimentaire, mais on voit apparaître également les marchés à bois, par exemple, les marchés à foin, les marchés juste aux poissons, marchés juste aux animaux, marchés qui vendent du bétail. Donc, c'est plus une espèce de bloc unique, le marché, là, où on va acheter de tout. Enfin, ça continue à exister, mais en parallèle, existent des marchés qui sont spécialisés. Et ça montre que Montréal, c'est une ville en pleine croissance, qui devient de plus en plus complexe. Et cette spécialisation nous rappelle que la ville du 19e siècle, elle est profondément matérielle. Hein. On pense spontanément, évidemment, à la nourriture, aux fruits et légumes et à la viande quand on pense au marché. Mais il y a d'autres besoins au 19e siècle qui sont tout aussi vitaux. Et parmi eux, il y a par exemple le foin. Aujourd'hui, ça nous semble exotique de Mais il y a des mentionner ça. chevaux. Ben, c'est ça, c'est une ville qui fonctionne largement grâce
à l'attraction animale et en particulier celle des chevaux. Donc, le foin, c'est une ressource stratégique dans Montréal. Sans chevaux, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de circulation quotidienne à une échelle, disons, urbaine. Donc, un marché à foin, ce n'est pas un détail, c'est une pièce centrale de la logistique montréalaise. Et je dirais que c'est là, en fait, qu'entre en scène un des marchés à foin les plus célèbres du 19e siècle à Montréal, c'est le marché à foin de la place, enfin, du Square Victoria, qui s'appelle pas encore le Square Victoria, mais c'est à cet endroit-là. Et c'est une place, en fait, qui va ouvrir en 1811 et le marché à foin va y être aménagé dès 1813 et il va exister au moins jusqu'au début des années 1840, date à laquelle ensuite il va être déplacé à un autre endroit plus au nord de la rue Saint-Antoine. Donc, on voit par exemple cette spécialisation de marché qui apparaît et qui apparaît en même temps que de nouveaux quartiers aussi se développent dans Montréal. Et, tu sais, avant la place d'Armes, par exemple, avait déjà servi de marché à foin et aussi de marché de bois entre 1781 et 1813. Puis pendant la guerre de 1812, on avait déplacé les activités commerciales vers un nouveau marché à foin, donc ce qui va devenir le futur Square Victoria. Et autrement dit, donc la ville, disons, relocalise ces marchés dans des espaces plus appropriés. En fait, les activités suivent aussi les individus. Oui, Exactement. exactement. Puis, concrètement, en fait, quand on parle d'un marché à foin, Ouais, parce que moi, j'imagine juste des grandes balles de foin un peu partout, ouais. mais c'est clairement pas ça. C'est sûr que c'est un endroit rustique, on va dire, hein? Ça sent le bestiau. On n'est pas dans une promenade gourmande au marché à Atwater ou au marché Jean Talon, ça c'est sûr. On est dans un espace lourd, encombré, très utilitaire, des voitures chargées, des bottes de foin, du bois, des chevaux, de la poussière, des gens qui négocient. Donc, c'est des lieux qui ressemblent davantage, à mon avis, à une foire agricole qu'à un marché au sens raffiné d'aujourd'hui. Mhm. Et ça, c'est assez précieux historiquement parce que ça nous ramène à une ville où l'approvisionnement ne concerne pas seulement les humains, c'est aussi toute une infrastructure animale qui la sous-tend, en fait. Donc, autant le déplacement du marché neuf que la création de ces marchés spécialisés-là, ça nous montre qu'à ce moment-là, Montréal n'est plus simplement une ville avec un marché C'est central. vrai. Il y a plus un seul pôle marchand, en fait. Là, il y en a plein qui se développent. On parle du marché neuf au 19e siècle, mais il y a le marché Saint-Laurent, par exemple, qui apparaît en 1829, marché Saint-Antoine, marché Saint-Jean-Baptiste, marché Saint-Jacques. Certains d'entre eux ont existé pendant très longtemps, quasiment jusqu'au mi-temps du 20e siècle et un peu plus. Il y a aussi des marchés, donc on parlait de marché de bétail, tu sais, il y a un important marché à chevaux à Montréal là, qui s'appelait le Tattersall Horse Market, qui était rue Saint-Jacques, pas loin d'ailleurs du marché à foin. Et c'était, il apparaît vers 1832 ou 34, on n'est pas certain. Et c'est nommé d'ailleurs en l'honneur d'un marché à cheval londonien qui porte exactement le même nom. Et donc, il y a cette multiplication des marchés qui suit, si tu veux, l'expansion des anciens faubourgs. Certains deviennent des quartiers de Montréal. Et donc, ça se développe, la population augmente, les distances urbaines aussi s'allongent et il faut donc rapprocher l'approvisionnement des habitants. Donc, c'est pas juste une institution économique, c'est aussi une réponse à la morphologie urbaine. Et ça vaut autant pour les marchés de denrées d'ailleurs que pour les marchés spécialisés. Donc, si on résume avec cette étape-là, Montréal devient vraiment une ville de marché au pluriel. Exactement. Chaque marché devient à sa manière une espèce de petit centre urbain. Donc, Montréal devient une ville polycentrique, on pourrait dire, entre autres grâce à la multiplication des marchés. Puis, après cette phase de dispersion-là, si on veut, et de spécialisation, on va revenir à un lieu qui, lui, concentre à nouveau beaucoup de choses à un seul endroit, le marché Sainte-Anne. Oui, le marché Sainte-Anne, c'est très important dans l'histoire de Montréal, pas juste dans l'histoire des marchés montréalais, mais dans l'histoire de Montréal et même peut-être l'histoire du Canada. C'est un cas très particulier. Il y a ce site donc de l'actuelle place Diouville qui est libéré après qu'on démantèle les fortifications. Donc, on ne sait pas trop quoi faire avec ce nouvel espace. Et il y a une demande pour un marché dans la partie ouest de la ville et pour justement alimenter tous les gens qui habitent dans le grand faubourg Sainte-Anne.
Donc, c'est-à-dire le Grand Faubourg qui est, si tu veux, au-delà de la rue McGill vers l'ouest. Et à partir de 1827, donc l'Assemblée législative du Bas-Canada va autoriser l'établissement d'un nouveau marché qui va finalement être construit entre 1832 et 1834, qu'on va appeler le marché Sainte-Anne en Du nom du lien du faubourg. Faubourg, exactement. Et pour la première fois, on va construire un marché qui est un vaste édifice de pierre de taille de 2 étages. Donc, c'est un bâtiment important. C'est un lieu où, notamment, les bouchers vont être très majoritaires. C'est un bâtiment public très ambitieux, très imposant, avec aussi une dimension polyvalente, et c'est ce qui va le distinguer. Tu sais, on n'est plus dans un marché à ciel ouvert, là. On est dans un secteur qui est stratégique, près du port, près des voies de circulation, près des terrains de l'hôpital général des Sœurs-Grises. Il y a la canalisation de la petite rivière Saint-Pierre qui va être intégrée dans le marché et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir évacuer les déchets facilement et Gestion avoir, des eaux usées, c'est exactement, important. et surtout avoir des celliers qui vont pouvoir garder les denrées au frais, qui est une révolution inouïe à l'époque. Et c'est un marché public et c'est un équipement urbain qui est très bien ordonné et qui va attirer toutes sortes de gens, hein. C'est un espace très dense, traversé par toutes sortes de clientèles, de travailleurs, de marginalité aussi, hein. Il y a l'historienne Marianne Poutanen qui racontait que, justement, dans les caves du marché Sainte-Anne, il y avait... ça servait parfois d'abri à des femmes en situation précaire, par exemple, ou qui avaient la réputation d'être visitées par des soldats, hein, n'est-ce pas? Donc, c'était des lieux de prostitution. Il y a le cas célèbre de Mary Critchettelli, justement, qui avait été arrêtée pour prostitution à cet endroit. Donc, bref, tout ça pour dire que le marché public, c'est à la fois un lieu d'approvisionnement, de promiscuité, de survie, parfois même de danger. On est quand même dans une ville britannique du 19e siècle. Donc, c'est une ville qui est plus dangereuse. Oui, on est toujours dans une ville de garnison, on Oui. l'oublie pas. Puis, tu as mentionné un peu l'aspect physique du Ouais. bâtiment, là, les 2 étages, Mm. bâtiment de pierre et Ouais. tout ça. Donc, à quoi, à l'intérieur, ça ressemble en termes d'architecture, de quoi on s'inspire pour construire le marché? En fait, c'est assez impressionnant pour l'époque parce que le marché Sainte-Anne a été construit par John Wells et Francis Thompson. Donc, c'est deux architectes vraiment de cette époque-là. C'est un vaste édifice néoclassique en pierre de 2 étages, sans doute fortement inspiré de Quincy Market à Boston, qui lui ressemble beaucoup. Celui de Montréal, Sainte-Anne, est un peu plus petit. Donc, il y a au marché Sainte-Anne 40 étals au rez-de-chaussée et 32 celliers qui sont aménagés de part et d'autre du collecteur de la rivière canalisée. Donc, qui aident, comme je disais, à garder les denrées fraîches. On va y vendre essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, un peu de fruits et légumes, des grains. Mais, comme je disais, c'est un bâtiment polyvalent. On l'a conçu de manière polyvalente, c'est-à-dire qu'à l'étage supérieur, on va retrouver des salles qui peuvent être louées. On va retrouver des salles qui sont louées parfois pour des ventes, des enchères, des réunions politiques, des conférences économiques. Il va y avoir une chapelle protestante qui va être là, la Free Chapel. On va même y retrouver une école pour enfants défavorisés, la Sainte-Anne Market School. On va y tenir des bals, des concerts, des soirées, des activités caritatives, on fait toutes sortes d'affaires. Et donc, les celliers aussi vont accueillir toute une série de petits locataires, là, des marchands de vêtements usagés, des regrattiers, comme on disait, des cantiniers, des apothicaires, des artisans de toutes sortes. On trouvait des débits de boissons, des lieux de prostitution, ça je l'ai dit aussi. Et donc, c'est pas juste un marché, le marché Sainte-Anne, c'est un équipement urbain qui est complexe, qui est à la fois commercial, social et très, très intensément occupé. Puis, il ne faut pas l'oublier, le marché Sainte-Anne a une vie foncièrement politique. Oui, c'est ce qui le rend très important, en fait. C'est que très tôt, comme je le disais, c'est entre autres un lieu de réunion et de parole publique. Et en 1834, par exemple, on y célèbre l'abolition de la peine de mort dans l'Empire britannique. Mais Pas la peine de mort, l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, merci de me reprendre, Émilie. Et donc, en fait, cette polyvalence-là annonce déjà une suite un peu politique, disons, dans l'histoire du marché Sainte-Anne, parce que quand le siège du gouvernement du Canada uni est transféré de Kingston à Montréal, ben, le marché Sainte-Anne est choisi pour recevoir, en fait, pour abriter le Parlement de la colonie. Et derrière cette transformation-là, donc il y a
Hamilton Killaley, qui était le président des Travaux publics, il va choisir le marché Sainte-Anne, pas seulement pour des raisons symboliques architecturales, mais aussi parce que c'est très pratique. Hein. À Montréal, on a besoin d'un bâtiment qui est déjà vaste, déjà central, déjà assez solide pour être converti rapidement en chambre parlementaire, en bureau, en salle de travail. Et le marché Sainte-Anne, c'est vraiment le lieu totalement approprié En fait, c'est pour le ça. bâtiment civil le plus vaste à Oui, Montréal à c'est cette ça. époque-là, Oui. tout simplement. Et qui peut être converti, absolument. Et donc, le changement de vocation va commencer en 1843. Le Parlement va s'y installer en 45, après des transformations confiées à un autre architecte de l'époque qui était John Austin. Et on va construire un marché temporaire en bois un peu plus loin sur la place pour reloger les marchands qui, de facto, sont expulsés de la halle d'origine. Et donc, c'est un parcours pour le marché Sainte-Anne qui est très intéressant. C'est conçu pour le commerce, devient pendant quelques années ensuite le centre de la vie politique, ou en tout cas législative du Canada uni. Et ça dit beaucoup sur son importance matérielle, hein, sa situation stratégique et sa valeur symbolique dans le Montréal du 19e siècle. Mais la période parlementaire, on peut même plus parler d'une parenthèse parlementaire Ouais, que ouais, d'une ouais. période. Là, c'est assez bref. Ouais, c'est assez bref, mais très spectaculaire. Parce que, évidemment, il y a l'épisode du 25 avril 1849. Donc, pour mémoire, après la sanction par Lord Elgin de la loi d'indemnisation des pertes subies pendant les rébellions, donc ce qu'on a appelé le Bill des indemnités, il y avait une foule totalement hostile au projet qui va décider d'attaquer et d'incendier l'édifice. Et donc, cet événement va marquer d'ailleurs profondément la vie politique du Canada uni. C'est un des moments du divorce canadien-français, canadien-anglais dans notre histoire. Et ça survient même aussi au moment où se consolide le principe du gouvernement responsable. Donc, on comprend mieux la portée du lieu. Hein. C'est un bâtiment qui est conçu pour le commerce, converti en parlement, devient le théâtre ensuite d'une crise politique majeure. Et donc, ça renvoie aujourd'hui encore à des tensions vives qui entourent le Bill des indemnités, l'opposition Tory, l'affrontement entre réformistes et conservateurs sur justement la place du pouvoir élu dans le régime colonial. Puis en fait, autour du marché Sainte-Anne qui se transforme, le quartier aussi. Donc, on va voir apparaître les Ouais, magasins, entrepôts qui sont liés au commerce import-export. Le bâtiment, comme tu l'as dit, va être incendié, donc il n'existe plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va mener à la disparition des activités de marché dans ce secteur-là? c'est-à-dire que bon, le marché a continué à exister, il a été Mm. reconstruit, il y a eu plusieurs halles qui ont existé. Donc, le marché a continué à exister jusqu'en 1899. Et en 1899, en fait, la Commission des marchés va finalement recommander l'abolition ou en tout cas la fermeture définitive du marché Sainte-Anne, notamment à la demande des grands marchands du voisinage qui, eux, sont plus dans une logique du tout de commerce de proximité. Ils sont dans une logique, tu l'as dit, d'import-export. C'est une époque qui voit naître à Montréal les grandes entreprises. Là, on est dans un changement d'échelle complètement. Et donc, ce qui reste de halles du marché Sainte-Anne est complètement démoli et arasé, disons, pour en faire une place publique en 1901. Et donc, cette nouvelle place prend à ce moment-là, à cette occasion, le nom de Place Diouville, en mémoire évidemment de Marguerite Diouville, fondatrice des Sœurs Grises, de l'hôpital général. Qui était juste à Oui, c'est côté, ça, en c'est les face. voisins. Et c'est très parlant, hein. On parle d'un nom associé au marché et au Faubourg Sainte-Anne, à un nom qui ensuite réinscrit le lieu dans une nouvelle mémoire, une nouvelle tradition religieuse, charitable, francophone aussi d'une Mhm. certaine manière. Et donc, la mémoire du commerce recule, mais celle de l'institution religieuse et hospitalière la remplace d'une certaine manière. Donc, si on résume, le marché Sainte-Anne montre que le marché public peut devenir beaucoup plus qu'un simple lieu d'approvisionnement. Oui, tout à fait. C'est un lieu total, on pourrait dire. C'est un lieu d'échange économique, de pouvoir, de conflit, de transformation du quartier, de compétition entre différentes visions de la ville aussi. Et c'est ce qui en fait un moment central, je pense, dans l'histoire des marchés montréalais. Parce qu'avec Sainte-Anne, le marché public entre, en fait, si tu veux, dans la grande histoire, là, mais sans cesser d'être un lieu profondément humain,
sans cesser d'être un lieu profondément matériel et urbain et très concret dans la vie quotidienne. Puis après le marché Sainte-Anne, on arrive à un autre sommet, peut-être plus célèbre encore, notamment par son fameux dôme, le marché Bon Secours. Oui, donc c'est ça. Le marché Monscourt, c'est peut-être le plus célèbre de tous parce qu'il existe Mhm. en tout cas, sa halle existe toujours et c'est un lieu tellement iconique du vieux Montréal. C'est le plus célèbre marché du 19e siècle. Et avec Monscourt, en fait, là, on est devant un truc qui devient complètement monumental. C'est celle de toutes les halles de marché, là, c'est celle qui est probablement celle qui a l'intérêt historique le plus fort aujourd'hui. La halle a été construite en 1844, complétée et ouverte au public en 1847. Un autre c'est architecte de l'époque, j'aime bien dire ce mot-là, William Footner, s'inspirait également de Quincy Market à Boston, entre autres choses. Mais Pas, ça pas montre seulement. vraiment que Montréal s'est intégré dans un réseau Oui, nord-américain. oui, absolument. Et d'ailleurs, le marché Monscourt devient rapidement au Canada un modèle de halle de marché, à la fois sur le plan architectural et fonctionnel. Et d'ailleurs, ça a été un des premiers marchés à Montréal, au pays, en fait, au Canada, qui a abrité également un hôtel de ville. Donc, Monscourt, c'est pas juste un marché couvert, un peu plus beau que les autres. C'est, disons, un édifice qui va vraiment affirmer la ville, va lui donner une image, une façade, une stature, disons, puis aussi une ambition civique. Puis, avec ce marché-là, avec le marché Bon Secours, est-ce qu'on est dans le même schéma inauguré par le marché Sainte-Anne, autrement dit, être à la fois un marché, un édifice municipal et un lieu de rassemblement? Est-ce que ça combine toutes ces fonctions-là? Oui, tout à fait. C'est l'exemple le plus achevé de bâtiment polyvalent au 19e siècle, probablement, parce que ça sert à la fois, comme évidemment, donc, de marché public, comme je disais, d'hôtel de ville et aussi de salle de réception. Donc, plus largement, avant les années 1870, d'ailleurs, il n'était pas rare au Canada que les édifices municipaux, en général, réunissaient sous un même toit plusieurs fonctions, dont un marché, des bureaux et une salle publique. À Bon Secours, cette superposition-là est particulièrement frappante parce que pendant qu'au rez-de-chaussée, on vend et on achète, à l'étage, on administre. Et en bas, il y a toute la ville nourricière, si tu veux, le ventre de Montréal, pour reprendre une expression de Victor Hugo. Donc, les denrées, les bouchers, les maraîchers, les regratiers, les vendeurs de volailles, le marché aux pommes, par exemple, les clients, tout ça. Il y a d'ailleurs toute une iconographie du 19e siècle qui témoigne de l'importance du marché Bon Secours. Il y a très peu d'iconographie, par exemple, des autres marchés. Mais marché Bon Secours, lui, c'est écrasant comment il y a des images. Mais l'édifice ne se limite pas à ces fonctions-là, commerciales et administratives. Au moment où le conseil municipal prend possession de l'étage supérieur, le plancher n'est pas encore posé, par exemple. Il y a même à ce moment-là une troupe d'acrobates ambulants, les Martinetti, qui donnent des représentations. Donc, c'est pas juste un marché ou un hôtel de ville, c'est une espèce de scène publique. On fait un peu de tout au marché Bon On Secours. revient à l'idée de la place publique comme lieu de représentation. Exactement. Et ça va durer, en fait. L'historique du marché va nous le rappeler constamment. En 1850, par exemple, c'est là qu'a lieu la première exposition provinciale. On pense que on y réfère toujours comme étant à Fletcher's Field ou au futur parc Jeanne-Mance, mais la première exposition provinciale, c'est dans le marché Bon Secours. C'est là où on va montrer, en fait, tout ce que la colonie peut produire en matière d'excellence en termes de produits manufacturiers et agricoles, par exemple. Et on va y présenter un festival des chemins de fer aussi en 1856, pour faire la promotion de ce nouveau truc de transport qui va transformer le monde. Il y a même la milice là, qui va louer des salles pour en faire un genre de manège militaire pour s'entraîner. Donc, on le sent que le marché public du 19e siècle est un lieu de centralité montréalaise. Oui, puis pas juste au sens urbain. Et je m'explique. Ce qui est frappant avec Bon Secours, on l'a évoqué un petit peu avec les autres marchés, mais c'est que Bon Secours, il met directement en relation Montréal et son arrière-pays. Donc, l'arrière-pays, à l'époque du régime français, c'était juste l'île de Montréal, mais là, on parle vraiment de la vallée laurentienne. On parle vraiment du reste du Québec. C'est un lieu d'arrimage entre Montréal et le reste du Québec. Et pendant plus d'un siècle, c'est un des grands points de rencontre entre les citadins
et les producteurs agricoles. Donc, entre les citadins et les ruraux, si tu veux. On va voir converger au marché Bon Secours des maraîchers, des fermiers, des bouchers, des commerçants, des acheteurs, toute une population venue s'approvisionner et surtout vendre. Et donc, le marché va relier donc très concrètement la métropole au Québec rural. Et c'est très concret. Hein. Au 19e siècle, par exemple, on sait qu'il y a certains cultivateurs qui viennent d'assez loin pour vendre au marché Bon Secours. On sait qu'il y a des gens de Yamachiche, qui près de Trois-Rivières, qui préfèrent se rendre au marché Bon Secours pour vendre plus que de se rendre au marché de Trois-Rivières, qui est beaucoup plus proche de chez eux pourtant. En été, ils vont arriver par bateau, en hiver, en voiture. Et l'aller-retour peut prendre des jours et des jours. Et ils vont souvent voyager en groupe on imagine avec leur quartier de bœuf, de porc et toutes sortes de produits agricoles, à la fois pour transporter leurs marchandises, pour s'entraider aussi sur la route. Donc, derrière le marché, faut imaginer en fait tout un monde qui est en mouvement, des hommes fatigués, des chevaux, des chargements, des risques, des nuits de déplacement, puis l'arrivée à Montréal pour vendre enfin ce qu'on a apporté. Donc, Bon Secours, c'est pas juste un bâtiment, c'est l'aboutissement d'une chaîne de circulation qui se tisse entre la campagne et la ville. Puis, en fait, on le voit arriver de loin parce que ce qui le caractérise le plus, c'est vraiment son dôme. Ouais. Et dôme qui est encore bien présent aujourd'hui et reconnaissable parmi tous les bâtiments du Vieux-Montréal. On va tranquillement se glisser vers la fin de l'émission. Déjà. Oui, alors, en suivant ce qu'on a vu avec toi aujourd'hui, c'est qu'en suivant les marchés publics de Montréal, on s'aperçoit qu'on a suivi bien plus que des lieux de vente. On a suivi des lieux de sociabilité, des lieux de commerce, des lieux de représentation aussi, autant à travers la place Royale que le marché neuf de la place Jacques-Cartier, que le marché Sainte-Anne, le marché Bon Secours. Puis ce qui frappe au fond, c'est que les marchés publics ne sont jamais que de simples infrastructures d'approvisionnement alimentaire. Ah, exactement. C'est des lieux où la ville se nourrit, bien sûr, mais aussi où elle se rencontre, où elle s'organise, on pourrait dire, où elle se montre également, où elle se met en scène, où elle se transforme. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, que les marchés publics nous parlent encore aujourd'hui, parce que même quand ils ont cessé d'être au centre de l'approvisionnement, ils ont laissé dans Montréal une empreinte qui est très profonde, dans ses places, dans ses bâtiments, dans ses noms, dans sa mémoire, et peut-être même dans ce qui constitue un des éléments de la montréalité, vraiment les marchés publics. Effectivement. Mathieu, l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. On remercie toujours l'excellent Antonin Vyss à la captation et au montage de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle édition de Notre Histoire en tête sur les ondes de Radio-VM. Et n'hésitez pas à prendre les émissions en reprise sur nos réseaux sociaux et le site web de la SHM. Profitez des jours à venir et du printemps pour aller fréquenter un marché public. Il avait un commerçant, je vous dis, qui est achalant. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ses gai refrains, des carottes puis des navots. Venez voir comme ils sont beaux. Ah, oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah, oh, oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. On en a des rouges, des vertes. Il commence à chanter, venez voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous là-bas, des radis pis de la salade, des patates pis de la rhubarbe, j'ai du vrai sirop d'arabe fait avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes pis des navots, des betteraves pis des poireaux. Ah, oh oui, on en a des beaux choux, des patates pis des tomates, on en a des rouges, des vertes. La bouche fendue aux oreilles, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des beaux cocombes, on en a pour tout le monde. Il y en a pas dans le quartier qu'à des beaux cocombes comme moi. Oh, on en a des légumes,
des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vertes. Quand vient le temps des buets, il faut le watcher des près, des belles prunes puis des fraises, des gros œufs puis des framboises. Autre jour à mon allant, j'ai dit pas vu le commerçant, ses corseaux étaient pas pleins, il en faisait dedans. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vertes. Il vient tout découragé, il va vendre sa wagon pour un petit flacon de gin. Il s'en va tout de travers en se faisant les mâchoires. Je vous dis quel débarras, il chante plus depuis ce temps-là. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh, oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vertes. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.